Voilà, la connexion, plus que jamais, indispensable dans la période que nous traversons. Et pourtant, on vient de le voir, elle n'est pas disponible partout. La France combat-elle avec assez d'énergie cette fracture numérique? État, collectivité, opérateur, est-ce que tout le monde joue le jeu? Où sont les points de blocage? Et puis, ce n'est pas le tout d'avoir accès à Internet, encore faut-il savoir s'en servir. Cela aussi crée de l'exclusion. Et là encore, comment mieux combattre cette fracture? C'est avec ces nombreuses questions que nous laisse ce documentaire déconnecté de Famille Fontan et Romain Fiorucci. Et pour approfondir, à présent, j'accueille sur ce plateau Cédric O. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Avec vous, Patrick Chaise, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains de l'Ain, président du groupe d'études sur le numérique au Sénat. Et nous sommes également avec Marie Cohen-Scali, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice d'Emmaüs Connect, qui est une branche de l'association Emmaüs qui lutte spécifiquement contre l'exclusion numérique. Alors, il y a, je le disais, plusieurs thématiques dans ce film. Je voudrais d'abord qu'on parle de cette fracture, comme le dit le commentaire qu'on a entendu, dans un monde qui se dématérialise. On est en train de créer deux France. Il y a vraiment, Cédric O, aujourd'hui deux France en matière d'accès au numérique. Alors, ce que je pense que le confinement a montré, de manière quasiment paroxystique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, une part croissante de notre vie dépend du numérique, les services publics, l'accès aux services privés, l'accès à l'information. Et pendant le confinement, c'était même pour se soigner, se former, s'éduquer, avoir accès aux soins, pouvoir travailler, avoir accès à l'éducation. Et donc, on a besoin, c'est une transition importante de la société, de notre monde, ça ne concerne pas que la France, et on a besoin d'accompagner cette transition parce qu'on ne peut pas faire en sorte que dans un monde où le numérique pèse de plus en plus, il y ait toute une partie de la population qui reste de côté. Ça veut dire développer les infrastructures, d'abord parce que le minimum c'est d'avoir accès à la connexion, on le voyait d'ailleurs dans le reportage, mais ça ne veut pas dire, mais je pense qu'on y reviendra aussi, ne parler que d'infrastructures. Il ne suffit pas d'être connecté pour savoir se servir d'un ordinateur. Aujourd'hui, on a un Français sur 6 qui n'utilise jamais un ordinateur, un Français sur 3 qui manque de compétences de base en informatique. Et donc, on voit bien que, oui, c'est une fracture qui vient se surajouter à d'autres fractures territoriales, sociales, et qu'il faut la traiter. Alors, on va parler du constat, justement, parce que dans ce documentaire, on voit des Français qui n'ont absolument pas d'accès, pas de connexion. Peut-être là-dessus, Marie Cohen-Scali, il y a vraiment, je vous pose la même question, deux France aujourd'hui en matière d'accès au numérique? Oui, il y a de très fortes inégalités et on constate que la fracture sociale touche particulièrement des personnes qui ont de faibles revenus, qui sont âgées, qui ont de faibles niveaux de diplôme et qui vivent dans certaines localisations géographiques. Donc oui, il y a une fracture sociale et numérique. Patrick Chaise, vous êtes l'auteur de deux rapports sur la couverture numérique du territoire des Français qui sont dans la situation qu'on vient de voir dans le Lot-et-Garonne. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui? On a encore du travail à faire. Il y a encore des territoires qui sont isolés numériquement. Mais ça se compte en dizaines de milliers, en centaines de milliers, en millions de personnes? En millions. En millions. Ça se compte encore en millions. Néanmoins, j'allais dire, pour parler du côté positif, on a aujourd'hui un discours politique qui est clair. Ce qui n'a pas forcément... Ça n'a pas toujours été le cas? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Le projet politique n'a pas été toujours bien défini. On l'a poussé, on l'a accompagné. Quand je dis « on », je représente les collectivités locales et je parle des collectivités locales. Je voulais dire qu'il y a un moment où on n'était pas convaincu du fait qu'il fallait absolument que tout le territoire soit connecté en haut débit. Mais... Alors, si vous voulez, il y a vraiment une évolution du discours, effectivement, qui va dans le sens du très haut débit, mais aussi de la connexion fibre optique. Parce qu'on peut tout mettre derrière le haut débit et le très haut débit. C'est une limite qui est très théorique et qui, donc, est peu perceptible. Au jour d'aujourd'hui, et je dois le reconnaître, ce nouveau discours, qui est donc porté par la voix de Cédric O, c'est d'avoir l'objectif qu'en 2025, l'ensemble de la population soit connectée en très haut débit par la fibre optique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, d'important et qui est rassurant. Alors là-dessus, Cédric O, des objectifs, il y en a eu beaucoup. Moi, j'avais sous la main l'objectif qui était proclamé par Manuel Valls en 2015, qui disait en 2016, il faut qu'on soit tous connectés. Julien Denormandie, qui est ministre à vos côtés, avait dit, voilà, d'ici 3 ans, on était en 2018, il faudra que la France soit connectée. On a l'impression que ces objectifs sont souvent proclamés et toujours repoussés.
Alors, ce qui est certain, pour rebondir sur ce que disait Patrick Chaise, c'est qu'il y a l'amour et puis il y a l'épreuve d'amour. Aujourd'hui, on estime que l'argent mis sur la table par les collectivités territoriales, l'État, les opérateurs, grosso modo, permet de crédibiliser l'objectif qui est que 100% des Français aient accès à la fibre d'ici 2025. Il y avait 2 objectifs principaux qui ont été ceux de ce gouvernement. 100% des Français en très haut débit d'ici 2022. Très haut débit, c'est-à-dire 30 mégabits par seconde. Et ensuite, 100% des Français en fibre d'ici 2025. Parce que quand on dit 100% des Français en très haut débit d'ici 2022, c'est 80% en fibre et les 20% avec d'autres modalités de connexion. Ça peut être la 4G fixe. Pas, en fait, comme on a pu dans le... Non, c'est bien temporairement. Ça peut être la 4G fixe, ça peut être le satellite. Mais on a un objectif d'aménagement du territoire qui est de connecter tout le monde. Juste pour revenir au constat, on comprend, et je pense que les collectivités territoriales, l'État, les associations sont confrontés à l'impatience des citoyens. Juste, il faut regarder ce qui se passe en Europe. Il n'y a aujourd'hui pas un pays qui est mieux fibré que la France. Il n'y a pas un pays qui a plus de kilomètres... On ne nous dit pas tout à fait ça. On nous dit en Espagne, par exemple, il y a des endroits où ça passe beaucoup mieux que dans le Lot-et-Garonne. Il y a plus d'abonnements, mais en termes de déploiement du nombre de kilomètres de fibre par habitant, il n'y a pas un pays qui est mieux fibré que la France. Et la moitié, non seulement on est les premiers en termes de kilomètres de fibre, il y a moins de Français qui ont un abonnement, mais si plus de Français voulaient souscrire un abonnement, ils pourraient. Et non seulement on est les premiers en stock, c'est-à-dire on a le plus grand nombre de kilomètres de fibre, mais on est aussi les premiers en déploiement. C'est-à-dire la moitié de la fibre qui s'installe en Europe s'installe en France. Et c'est ce qui fait que, et là encore, sur la fibre, c'est vraiment un objectif partagé collectivité territoriale, entreprise et État, partagé financièrement parlant. Il n'y a pas un pays en Europe qui a mis cet objectif en disant en 2025, c'est 100% des territoires qui seront fibrés. Et on veut même faire un service universel de la fibre d'ici 2025 pour faire en sorte que la fibre soit, de la même manière que le téléphone, l'eau, le gaz, l'électricité, un bien vital auquel tout le monde ait accès. Un bien vital vraiment au même titre que l'eau, l'électricité. Oui, c'est ce qu'on veut faire. Il a un intérêt, ce film, c'est qu'il nous met sous les yeux les difficultés auxquelles sont confrontés les Français qui n'ont pas accès à Internet. Je voudrais qu'on regarde un extrait qui est significatif pour ça. C'est le maire de Feugarolles. On est à 20 km d'Agen, qui discute avec une administrée. Regardez, puis on en parle après. Bon alors Nathalie, toujours en zone blanche? Ah ben oui, toujours, oui. Et donc toi Internet c'est toujours via le téléphone? Oui, mais bon, c'est très compliqué. Oui, avec un débit compliqué, vu qu'ici on est même pas en 3G. Voilà. Ouais. Ils parlent de la 5G alors que nous on n'a même pas la 3G. Ouais. Donc le problème c'est qu'on nous impose, toutes les administrations et plein d'autres choses aussi, ne peuvent se faire que par Internet alors qu'une grande partie de la population n'y a pas accès. Pas de réseau égale mort sociale. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point tout est basé sur ce système qui fonctionne très mal en réalité. Ouais. Alors, on va parler vraiment de cette difficulté d'accès, notamment aux services publics, aux services de l'administration. Juste un mot quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle du haut débit, de l'accès à Internet, de la fibre, mais là, dans cet extrait, on nous parle tout simplement du téléphone mobile, quoi, des zones blanches, cette femme qui entend parler de la 5G, mais qui n'a même pas la 3G. Là, on en est où, Cédric O? Sur la question téléphonique, là aussi, encore une fois, on comprend les impatiences, mais on a signé l'État, les opérateurs sous l'égide de l'ARCEP en 2018, ce qui s'appelle le New Deal mobile, qui fait que nous sommes en ce moment en train de déployer dans les zones blanches un rythme qui est inégalé. Pour vous donner une idée, le précédent plan France Zone Blanche, 2003-2018, mené par les précédentes majorités, c'est 600 pylônes allumés en 15 ans dans les zones blanches. Depuis 2018, on en a fait 600. Entre juin 2018 et aujourd'hui... Autant qu'en 15 ans. 15 ans. Et d'ici 2022, il y en aura 2500. Alors pourtant, on a toujours l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais parce que, en fait, je crois qu'aujourd'hui, 98% des Français sont couverts par le réseau téléphonique, mais évidemment, les derniers pourcents sont les plus compliqués. Parce qu'il faut mettre des pylônes pour couvrir des zones qui sont beaucoup moins denses. Ce sont des endroits où il faut tirer du câble, ça prend du temps même en termes d'aménagement, il faut trouver un terrain qui correspond. Il y a une part aussi de la population qui ne souhaite pas avoir un pylône à côté de chez elle, parce qu'on veut souvent la connexion, on veut moins le pylône. Donc, ce qu'on dit, mais ça, je pense que c'est vraiment la réponse de l'État et des collectivités territoriales, on ne se concentre pas de déclaration de principe. On a mis 3 milliards d'euros en 2018 pour assurer ce déploiement. On va déployer au total 12 000 pylônes en 8 ans
On est passé de 600 pylônes en 15 ans à 12 000 pylônes en 8 ans. Donc il y a un effort qui est extrêmement fort. On comprend qu'il y a une forme d'impatience, mais la vérité, si on dit les choses, c'est qu'on pourrait difficilement aller plus vite qu'on le fait aujourd'hui. Alors l'impatience, elle s'explique notamment par le fait que dans le même temps, on débranche une partie de l'administration, en tout cas on la dématérialise. On l'a bien vu là dans l'extrait à l'instant, et là-dessus, Patrick Chaise, c'est important de vous entendre. On va pas un peu trop vite en besogne dans la numérisation de l'administration, parce que dès lors qu'on n'a pas justement des zones on a un certain nombre de zones qui n'ont encore pas d'accès à Internet. Alors c'est vraiment un sujet très compliqué à doser. Parce qu'effectivement, c'est toujours le problème de la poule et de l'œuf. Faut-il d'abord faire les infrastructures avant de développer les usages? Faut-il développer les usages pour qu'on fasse des infrastructures? En fait, on est dans un modèle, on le voit bien, qui se fait en parallèle. Donc il faut bien créer des usages pour faire en sorte que là où il y a des infrastructures, ces infrastructures servent et démontrent l'intérêt de ces infrastructures. Mais on voit bien que ça crée un sentiment d'exclusion chez les personnes évidemment, privées d'accès. De fait, évidemment, ça crée effectivement de l'attente. Mais j'allais dire, c'est plutôt de l'attente positive. C'est-à-dire que si on a cet engouement pour le numérique et pour le très haut débit, c'est bien parce que le service rendu correspond à l'attente de la population. D'ailleurs, sur cette question de l'accès à l'administration, je voudrais peut-être entendre votre témoignage, Marie Cohen-Scali, parce que chez Emmaüs Connect, j'imagine que vous en avez beaucoup des gens qui viennent vous voir et qui vous disent mais en fait, on nous parle d'administration numérique dématérialisée, mais nous, on n'y a pas accès, on ne sait même pas, on ne peut pas se connecter. Exactement, oui. En fait, il y a 3 principaux freins face à l'accès au numérique. Il y a le coût lié à la connexion et à l'équipement. Il y a encore 12% des Français qui ne sont pas connectés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un équipement Internet à leur domicile. Et comme je le disais tout à l'heure, ce taux, il augmente chez les familles en situation de précarité ou les moins diplômés. Un smartphone, aujourd'hui, ça coûte encore un quart de RSA. D'ailleurs, il y a 21% des Français qui n'ont pas de smartphone et 19% des Français qui n'ont pas d'ordinateur. Chez les jeunes, c'est aussi un problème. Chez les jeunes de 22 à 33 ans, une personne sur 2 qui n'est pas connectée, les fautes de moyens. Donc il y a un vrai sujet lié au coût de la connexion et au coût de l'équipement. C'est pour ça qu'on travaille à fournir des moyens de connexion à prix solidaire, notamment grâce à un partenariat avec SFR, et qu'on travaille sur la mobilisation des entreprises pour qu'elles donnent leur matériel informatique usagé, qu'on les fasse reconditionner via des structures d'insertion qui vont donc créer de l'emploi, puis que ça soit redistribué au prix le plus faible possible aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Là-dessus, Cédric O, peut-être que c'est un petit peu moins la partie du gouvernement, n'empêche que j'imagine qu'on a des moyens, on met des moyens aussi pour permettre à chaque Français d'être équipé. Alors, juste avant, je voudrais dire quelque chose. Il ne faut pas voir la numérisation comme uniquement un problème, y compris de manière sociale. J'étais il n'y a pas très longtemps du côté de Bayonne, je parlais avec le directeur départemental de la CAF. Le jour où Caisse d'allocation familiale. Le jour où ils ont numérisé le fait que vous vous actualisiez, pour des familles qui ont besoin de la CAF, le fait que vous actualisiez, vous n'avez pas besoin soit de remplir un papier, soit de vous rendre dans la caisse d'allocation familiale, ils ont supprimé 3/4 du non-recours. Donc les gens qui un facteur d'inclusion, c'est ça que vous nous dites. C'est pas, je sais pas, c'est d'abord un facteur d'inclusion, mais c'est un facteur de simplicité pour les gens qui font leur démarche, et c'est un facteur y compris d'inclusion pour une partie Parce que c'est vrai que des personnes depuis tout à l'heure, on insiste qui sont socialement défavorisées et pour lesquelles c'est plus facile. Le problème, c'est que si tout est numérique, oui, ça laisse de côté une partie de la population. Donc, d'abord, il ne faut pas que tout soit numérique. C'est pour ça qu'on fait des maisons France Service. C'est pour ça qu'Amélie de Montchalin veut réintroduire des numéros de téléphone sur les démarches numériques, parce que et si possible ne pas tomber sur une voie d'ordinateur. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de garder une voie physique. Oui. Et c'est pour ça, par ailleurs, aux côtés des collectivités, aux côtés des associations comme Emmaüs Connect, d'associations comme la Mednum qui se mobilisent sur le sujet, ce qu'on veut faire, c'est on investit dans l'accompagnement
de ces 13 millions de Français, c'est le chiffre qu'on cite souvent, qui sont dans éloignés du numérique. Je voudrais qu'on continue quand même d'approfondir sur cette question, cette fracture territoriale qui est très présente dans le film qu'on vient de voir, et aller un peu plus loin sur ce que vous disiez tout à l'heure. Dans le film, on voit quelqu'un, un fonctionnaire qui nous explique, amener le numérique sur tout le territoire, c'est un défi beaucoup plus grand ici, dans le Lot-et-Garonne en l'occurrence, que partout ailleurs. J'aimerais bien savoir, vous nous avez dit on met 3 milliards, donc ce n'est pas forcément qu'une question d'argent. Est-ce qu'il y a une question de volonté, Patrick Chaise? Est-ce qu'on a manqué de volonté pendant trop longtemps en France? Pendant longtemps, on n'a pas cru en fait au réseau. Et on a mis en opposition les réseaux. Le réseau cuivre, le réseau fibre, le réseau mobile. Et encore aujourd'hui, dans certains débats, on nous dit mais ça sert à quoi de mettre de la fibre puisqu'il y a la 5G qui arrive? Alors qu'en fait, tous ces réseaux-là sont complémentaires. Et c'est ce que, malheureusement, on n'a pas forcément partagé avec un certain nombre d'élus qui ont cru, en fait, à l'opposition des réseaux. Parce que là c'est assez important, parce que et parfois, effectivement, on s'y perd un peu. C'était d'ailleurs présent un petit peu dans ce que disait la dame tout à l'heure, dans l'extrait qu'on regardait. On nous parle de la 5G, nous, on n'a même pas la 3G, et on a un peu l'impression qu'un réseau chasse l'autre, et que l'investissement qu'on est en train de faire, en fait, il sera caduque dans quelques années. Alors, je suis convaincu du contraire. Je suis vraiment convaincu du contraire. Le réseau filaire et le réseau mobile sont complémentaires. Et d'ailleurs, j'allais dire, le réseau mobile ne peut pas fonctionner sans le réseau filaire. Il faut nous dire pourquoi, là, parce que... Tout simplement parce que quand on met une antenne, c'est un gâteau qui est partagé. D'accord ? Mais ce gâteau partagé, il faut qu'il soit connecté à un réseau. Et le réseau sur lequel il va se connecter, c'est le réseau fibre. Donc ça veut dire que tout ça se complète. Bien sûr. Il y a une stratégie là-dessus, ou alors on avance au fur et à mesure que les technologies apparaissent? Il y a une stratégie qui est que, si je la résume, il faut que tout le monde ait la fibre et qu'il faut qu'il y ait tout le monde ait le mobile. Exactement. C'est simple. Ensuite, il y a une question que je comprends, qui est de dire pourquoi vous déployez la 5G, tout le monde n'a pas encore la 3G. Parce qu'il faut faire les deux. D'abord, on crédibilise le fait que ce n'est pas la 5G ou la 4G, dans le sens où on n'a jamais investi autant d'argent et on n'a jamais déployé aussi vite la 4G. Mais dans le même temps, oui, il y a des enjeux économiques notamment, et des enjeux environnementaux d'ailleurs aussi, mais il y a des enjeux économiques très forts. Je veux dire, la 5G, c'est le principal sujet de compétition entre les États-Unis et la Chine pour attirer des usines. Si l'Europe décide de ne pas investir dans la 5G, mais oublions toute implantation d'usines, ou même laissons partir les usines. C'est exactement la même chose. Donc on doit faire tout en même temps. On doit investir. On en a les moyens. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on n'a jamais dépensé autant d'argent dans la fibre, on n'a jamais dépensé autant d'argent dans le mobile. Et par ailleurs, on vient d'attribuer il y a quelques mois les fréquences 5G. Mais si on décide de faire la 5G au lieu de la 4G, on a un problème d'égalité et d'aménagement territorial. Si on décide de faire la 4G au lieu de la 5G, on a un problème économique et un problème de chômage. Donc, on est obligé de créer les infrastructures de demain. Question peut-être un peu candide, parce qu'après tout, on n'est pas tous des experts de ces questions-là. On a l'impression que plus on offre de débit, plus les usages sont gourmands en capacité de connexion. Autrement dit, qu'il y a une course à l'échalote et que finalement, les réseaux tels qu'on les conçoit ne suffiront jamais. Il y aura toujours au bout du compte un embouteillage, Cédrico. C'est vrai ou c'est faux, ça? Alors, ce qui est certain, si on prend le sujet dans l'autre sens, c'est que si on ne fait pas la 5G, il y aura un embouteillage dans la 4G, et ça, c'est à court terme. C'est-à-dire même dans les grandes villes comme Paris, à un an et demi. Un an et demi, on est à saturation à Paris. Il y a déjà des sites qui sont saturés. Oui. Il y a eu pendant le confinement, il y a eu des endroits où on était saturé parce qu'il y avait trop de gens qui regardaient Netflix sur la 4G. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est même complètement ça. Et donc, il y a un choix assez binaire qui se fait, qui est soit dans les grandes villes, on laisse saturer, avec toutes les conséquences que ça a, soit on met de la 4G, soit on met de la 5G, qui consomment 20 fois moins d'électricité pour la même bande passante. Après, il y a toute une question qui est environnementale, mais qui est un peu plus loin du sujet actuel, qui est de savoir, est-ce que le fait de mettre à disposition des infrastructures qui permettent de connecter plus d'appareils crée sa propre demande? Peut-être. Et donc, il faut avoir un débat, notamment sur les usages, c'est-à-dire, est-ce que, sur tous les usages, à quoi servent la 5G, est-ce qu'on peut justement profiter du fait que la 5G et les nouveaux réseaux permettent d'être plus efficaces pour mettre des obligations plus fortes sur l'industrie, sur l'agriculture, etc. Mais en tout cas, à court terme, le choix, c'est entre nouveaux réseaux et saturation. Et alors, si on reprend le cas du Lot-et-Garonne de notre film, qui n'a pas encore par endroit la 3G, est-ce qu'on installe directement la 5G? Est-ce que cette question même a du sens?
Alors, elle n'a pas de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, non, elle n'a pas de sens aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, la 5G s'installe d'abord dans les villes. La France est le seul pays européen, je le dis, à avoir mis une obligation pour les opérateurs d'ici 2024 à mettre un quart des antennes 5G en zone peu dense, c'est-à-dire en zone rurale ou périurbaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays européen qui l'a fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on déploie, ce sont des antennes 4G. Il n'y a pas de concurrence parce que de toute façon, quand vous mettez une station 5G, vous le mettez sur une antenne 4G, donc il n'y a pas de concurrence entre l'un et l'autre. Alors, avant de venir à toutes ces questions sociales qu'on a évoquées tout à l'heure, j'ai encore une question sur le déploiement, notamment dans les territoires. Et là-dessus, Patrick Chaise, les collectivités, elles ont aussi leur responsabilité dans le déploiement des réseaux. Et je crois qu'elles ont la possibilité de se substituer aux opérateurs pour faire à leur place dans certains cas. Expliquez-nous un peu. Alors sur le réseau fixe. Sur le réseau fixe, d'accord. Mais c'est pas donc pas sur le réseau mobile, la 3G, 4G dont on parlait à l'instant. Non, le réseau mobile, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est un réseau en concurrence et ce sont les opérateurs qui ont la responsabilité puisque les opérateurs ont concouru à des enchères qui leur ont permis d'avoir des licences biens immatériels de l'État qui leur donnent le droit mais aussi l'obligation de pouvoir créer un réseau sur l'ensemble du territoire national avec des objectifs de couverture qui sont définis dans les contrats. Et là-dessus, comment est-ce que ça c'est le mobile. Comment est-ce que vous définissez vos priorités pour lutter contre les zones blanches et sur le mobile, vous en avez les moyens? Sur le mobile, donc il y a dans le cadre du New Deal dont Cédrico précisait la signature en début de 2018, il y a donc un engagement de la part des opérateurs et un suivi puisqu'il y a un certain nombre de sites qui sont laissés à l'initiative des collectivités. C'est-à-dire qu'on a des équipes projets dans chaque département qui vont donc définir les priorités, faire remonter ces priorités au niveau du ministre et le ministre signe un arrêté qui reprend donc les priorités sollicitées par les collectivités pour que les opérateurs mettent en œuvre dans les 2 ans qui suivent. Alors ça, c'est sur la partie mobile. Sur la partie fixe, donc là, la France en fait a organisé les réseaux en 3 zones. Une zone très dense, donc ce sont les grandes villes dans lesquelles la concurrence se fait par les infrastructures. Donc là, tous les opérateurs peuvent déployer leur propre réseau en parallèle sur une ville comme Paris, par exemple. Ensuite, on a une zone intermédiaire qu'on appelle les zones AMI. Sur ces zones-là, qui sont des zones un peu moins denses, là, un seul opérateur déploie le réseau, mais l'ensemble des opérateurs commerciaux peuvent venir délivrer leur offre sur ce réseau. Et puis, on a les autres zones qu'on appelle les RIP, les réseaux d'initiative publique, où là, ce sont les collectivités qui ont à charge de réaliser les investissements en partenariat, en concession, en affermage ou en régie directe, pour les mettre à disposition ensuite de l'ensemble des opérateurs commerciaux, c'est-à-dire des opérateurs qui vont venir offrir les offres sur les réseaux. Voilà les 3 types en fait, d'organisation, de déploiement du réseau fibre sur le territoire national. Je voudrais qu'on parle maintenant de ce qu'on a commencé à évoquer depuis le début de cette émission, qui est l'autre aspect de ce film Déconnecté, la question de l'électronisme. Peut-être avant d'entendre là-dessus Marie Cohen-Scally, je voudrais qu'on regarde un extrait qui est très touchant, parce que c'est pas tout d'avoir accès à Internet. Certains, dans le film, on le voyait bien, notamment des personnes âgées, ont du mal à s'en servir. On va regarder cet extrait, puis on va développer après. C'est compliqué, quoi. J'ai peur d'effacer. Si je m'efface tout ça, je suis perdue, il faut recommencer, il faut que quelqu'un revienne, etc. Voilà, j'ai peur de ça. Je ne voudrais pas... Faire des bêtises. Oui. On nous oblige, il faut suivre. Ou alors tu t'en vas complètement, quoi. Bon, mais on a le temps de s'en aller. Et puis, moi, je pense que 5 ans plus tôt, déjà, j'étais certainement moins peureuse de ce clavier et de cette souris-là et de cette flèche que j'ai peur de mettre là où il ne faut pas et que je ne mets pas, parce que j'ai peur un peu. Mais quand j'y arrive, je suis contente. Bien sûr. Tout simplement. Voilà, Marie Cohen-Scally, elle est très touchante, je le disais, cette femme. Tout va trop vite. Là, on est typiquement dans le cas de ce qu'on appelle de l'électronisme, où on est peut-être un peu... on est face à une personne qui a un peu d'appréhension, mais qui n'est pas complètement rebutée face aux usages numériques.
Non, et d'ailleurs, je tenais à préciser que la posture d'Emmaüs Connect n'est pas de diaboliser le numérique, mais bien de dire que c'est une chance pour tous, ça doit être une chance pour tous aujourd'hui. Et donc, il faut faire du numérique un levier d'inclusion et d'insertion sociale. Par rapport à ce témoignage qui est effectivement très touchant, ça illustre un des freins face au numérique, qui est les freins psychologiques. La peur de ne pas savoir faire, la peur de mal faire, la peur de se tromper, la peur face au numérique tout court. Il y a 51% des Français qui n'ont pas confiance à l'égard du numérique. Et donc, pour agir autour de ces freins, qui sont une vraie barrière à l'inclusion numérique, il faut mettre l'humain au cœur du dispositif d'accompagnement. Et d'ailleurs, on le voit, cette dame est rassurée par la présence alors je ne sais pas si c'est une proche, mais en tout cas quelqu'un qui vient l'accompagner, qui prend le temps, et elle dit elle va probablement devoir revenir et refaire avec moi parce que ça prend du temps et que certaines personnes vont rentrer dans des parcours d'accompagnement, d'autres vont avoir besoin de plus d'assistance. Mais en tout cas, pour cette dame, le numérique peut être un moyen de communiquer avec ses petits-enfants, d'être aussi sur les réseaux sociaux et puis d'avoir accès à ses droits, bien sûr, mais en tout cas, elle peut être accompagnée vers une certaine forme d'autonomie numérique, bien sûr. Et vous, chez Emmaüs Connect, comment est-ce que vous les accompagnez? Dans le film, on voit ce qu'on appelle des aidants numériques. Voilà, ce sont des services que vous proposez? Oui, tout à fait. Alors, on a différents services d'accompagnement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment comprendre la situation de la personne, son niveau d'éloignement face au numérique, ses leviers de motivation. Et en fonction de ça, on va proposer des parcours adaptés qui seront plutôt soit des parcours d'assistance pour des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans des parcours d'accompagnement, soit des parcours d'accompagnement qui vont vers l'autonomie numérique. Ça peut durer jusqu'à 30 heures. Ça, c'est pour des personnes qui sont débutantes. Par exemple, on a construit des dispositifs adaptés aux demandeurs d'emploi en lien avec Pôle emploi. Sur 30 heures, on accompagne la personne à monter en compétences sur les compétences numériques de base et on fait des focus sur les services de Pôle emploi, la recherche d'emploi, etc. Et puis ensuite, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin plutôt d'un coup de pouce ponctuel et donc plutôt, voilà, je viens avec la question de mon choix, je bloque face à une démarche, j'ai besoin d'être aidée ponctuellement. On accompagne beaucoup de jeunes, par exemple, sous ces modalités qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, mais vont bloquer face à la recherche d'emploi ou autre. Et donc, chez Emmaüs Connect, on a actuellement 13 points d'accueil en France. Ce n'est pas énorme, 13 points, parce que là, on parle de services de proximité quand même. Exactement, et vous avez tout à fait raison. On a déployé, suite à la crise et suite au dispositif d'urgence qu'on a mené, de nouveaux projets qui vont nous permettre d'agir en dehors des grosses villes, là où il n'y a pas de dispositif d'accompagnement. Je me tourne vers vous, Cédrico, parce que c'est le rôle des associations, bien sûr, mais c'est un service public. Ce qu'on voit dans cet extrait, le fait tout simplement de venir en aide à des personnes qui sinon sont exclues. Qu'est-ce que, au niveau du gouvernement, éventuellement aussi des collectivités, on peut mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, c'est effectivement un service public, c'est une fonction sociale d'égalité. D'abord, juste une petite parenthèse, on voit beaucoup dans le reportage le sujet des personnes âgées. Et on aurait tort de penser qu'il y a juste une bosse et une génération à laisser passer et qu'ensuite tout ira bien. Quand vous allez dans des sessions de formation de Pôle emploi, de la Caisse d'allocation familiale ou de l'assurance maladie, vous avez plein de jeunes. C'est pas la même chose d'aller sur Messenger ou d'aller sur Snapchat ou sur Instagram et de remplir un CV ou de s'actualiser sur Pôle emploi. Donc on a un sujet qui est de long terme. Vous ouvrez cette parethèse, il y a un problème d'éducation. Non, il y a un problème de maîtrise des outils numériques qui n'est pas qu'un problème générationnel. Oui, il y a un biais générationnel et probablement sociologique, mais voilà, premier élément. Deuxième élément, oui, c'est un sujet de politique publique, d'ailleurs, qui est partagé entre les collectivités territoriales, l'État, les associations. C'est pour ça que ce que nous avons décidé de faire au sein de l'État, c'est de faire un effort historique. Quand je dis historique, le budget de l'inclusion numérique il y a 3 ans dans l'État, c'était 350 000 euros. Mais c'est pas que, enfin, c'est du budget, mais ce sont des hommes et des femmes. Il faut de l'humain. Et donc on vient de passer de 350 000 euros à 250 millions d'euros, ce qui est un phénomène d'accélération assez notable. Et voilà. Donc ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, les années qui viennent, on a déjà commencé, c'est qu'on va déployer 4 000 conseillers numériques, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye, mais ce sont les collectivités territoriales ou les associations
qui les déploie. Et donc on finance essentiellement en zone rurale ou un peu partout. On a déjà conventionné avec des départements et des collectivités pour à peu près 500 à 600 conseillers numériques un peu partout, y compris dans le département de l'Ain où je crois qu'il y a 30 conseillers numériques qui vont arriver, qui seront en fait déployés par les communes, par le département, par les communautés de communes, dans les mairies, dans les tiers-lieux, dans les centres d'action sociaux, financés par l'État. Mais il faut. Marine Cohen-Scally disait quelque chose d'extrêmement important, c'est que c'est de l'humain et de la proximité. Or, aujourd'hui, qui est-ce qui a la proximité et l'humain ? Ce sont les collectivités territoriales, ce sont les associations comme Emmaüs Connect ou d'autres. Et donc, nous, on finance 4000 personnes qui vont accompagner les Français aux usages numériques. Pour donner une idée, 4000 personnes, ça veut dire qu'aujourd'hui, à peu près, on estime qu'on double le nombre de médiateurs numériques sur le territoire. Et ça veut dire que, pour être très concret, j'ai un parent, un grand-parent qui a ce type de problème. Je peux trouver à quelques kilomètres de chez moi, aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, quelqu'un C'est tout l'objectif, c'est qu'en proximité, vous ayez soit votre mairie, soit le tiers-lieu qui est à côté, soit le centre d'action sociale, soit, je ne sais pas, la médiathèque, par exemple, où il y ait quelqu'un qui puisse vous former aux usages numériques. Je veux dire, ça va prendre du temps. Et là, on fait un effort historique, mais il faut se dire que ça va prendre du temps. Former quelqu'un aux usages du numérique, Marine Cohen-Scally l'a dit, ça peut aller de 2 heures pour une action ponctuelle à plusieurs dizaines d'heures. Et puis en plus, après, il faut y revenir parce qu'il y a un problème de confiance. Mais on a besoin d'humain. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un peu vite en besogne, parce que c'est la question que je posais à Patrick Chaise tout à l'heure, mais que je peux vous poser à vous aussi. On a numérisé aujourd'hui pour prendre un rendez-vous, pour se faire vacciner, par exemple. Il faut passer par le numérique. Mais non, mais ça, c'est pas vrai. On n'a pas été un peu trop vite. Non, mais c'est pas vrai. On a laissé des numéros de téléphone. Par département, vous avez un numéro de téléphone. Qui souvent est saturé, disons-le. Mais vous attendez. Mais je veux dire, en Allemagne, il faut attendre 6 heures pour avoir un rendez-vous. Je veux dire, en France, vous attendez peut-être 20 minutes, 30 minutes. Oui, c'est normal parce qu'à un moment, l'humain, il y a une économie générale qui fait que vous pouvez pas mettre des millions de personnes qui répondent au téléphone. Donc oui, vous attendez. Mais on a pris la peine de systématiquement laisser un canal téléphonique, justement parce qu'on sait très bien que c'est probablement plus simple par le numérique et qu'on n'allait pas se passer de l'outil numérique. Je veux dire, Doctolib pour prendre un rendez-vous de médecin ou Maya ou Keldoc, ça a quand même simplifié la vie des Français. Donc il ne faut pas être manichéen en la matière. Mais il faut qu'il y ait une capacité à le faire, pas uniquement numériquement. On doit continuer à numériser les démarches, mais on doit faire en sorte que, on accompagne les gens dans la maîtrise des outils numériques et par ailleurs, il y ait toujours une manière non numérique de faire la démarche. Alors, je vais terminer par un point qui me semble important, parce que vous disiez, voilà, on fait un effort historique, on vit un moment historique de fait avec ce confinement, et on a entendu des responsables, notamment le responsable d'une grande firme américaine qui disait, voilà, après le premier confinement, on a collectivement fait un saut dans l'apprentissage du numérique. En 2 mois, disait-il, c'était au printemps il y a 1 an, on en a appris plus qu'en 2 ans. Est-ce que voilà, quand on vient de voir ce qu'on a vu dans ce film, on n'en est pas complètement convaincu? Parce que je rappelle, ce film a été tourné il y a quelques mois seulement. Mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient déjà au numérique sont allés beaucoup plus vite. Mais en fait, ce que montre, par exemple, un des baromètres de l'Axel dernièrement sur la confiance des Français dans l'usage du numérique, c'est que ceux qui étaient restés à la porte, c'est encore pire. Ceux qui étaient largués, ils sont encore plus largués aujourd'hui qu'il y a 1 an. La fracture, cette allergie, c'est ceux qui étaient déjà dedans ou qui avaient commencé à aller dedans ou qui avaient envie d'aller dedans, sont allés beaucoup plus vite. Tout est plus numérique, effectivement. Les entreprises se numérisent plus vite, les commerçants vont se numériser. Mais alors ceux qui étaient à la porte, c'est encore pire. C'est pour ça que, post-confinement, dans le cadre du plan de relance, non seulement on investit dans la technologie, mais on a décidé de faire un effort financier, humain, historique sur la question de l'inclusion numérique. Et là-dessus, Marine Cohen-Scally, il faut aller les chercher, ces gens-là, parce que par définition, s'ils sont exclus, on a plus de mal à les identifier, à les trouver. Oui, c'est certain. Il faut aller au plus près des publics. Il faut permettre aux structures sociales d'intégrer le numérique comme un levier d'accompagnement social à part entière pour ne pas démultiplier les parcours d'insertion. Donc l'idée, c'est de permettre à ces structures de prendre en main des outils de formation, d'accompagnement, de leur donner la possibilité de connecter et d'équiper à prix solidaire. On a d'ailleurs monté un programme qui s'appelle Les Relais Numériques et qui va nous permettre d'agir dans des zones où il y a très peu de services d'accompagnement, puisqu'il y a aujourd'hui, et notamment dans les zones rurales, beaucoup moins de services d'accompagnement que dans les grandes villes. Donc l'idée des relais numériques, c'est d'aller au plus près des publics, là où ils sont accompagnés par ailleurs, dans des structures sociales, et de permettre à ces structures de monter en compétences et d'aller vers la mise en place de kiosques d'inclusion numérique pour équiper, connecter et accompagner ces personnes au plus près de chez elles.
J'aimerais peut-être une question en retournant un petit peu le problème qu'on pose depuis tout à l'heure, parce que c'est assez présent dans le film. On sent bien aussi, notamment, que dans des départements ruraux, finalement, cette course à la connexion, elle se heurte à quelque chose qui a été assez présent dans ce moment de confinement qu'on a vécu tous ensemble, c'est le souhait de ralentir, d'aller moins vite. Est-ce que, comment là aussi, on concilie ces demandes sociales qui peuvent apparaître contradictoires? D'un côté, un grand besoin de connexion, et puis de l'autre côté, un besoin de ralentissement, Cédric O. Non, alors honnêtement, moi je vais dire ce que je vis. Je passe mon temps dans les départements ruraux pour aller inaugurer des pylônes ou des points de mutualisation fibre. Je veux dire, la demande, elle est très claire. La demande, c'est plus de connexion. Le côté je veux ralentir, le slow, machin, etc., c'est un truc d'urbain. Enfin, pardon de le dire, d'urbain bobo qui a envie. Oui, il y a une forme de cette recherche, mais la première demande, c'est une demande de réduction de la fracture numérique. Patrick Chaise, sur ce point, rapidement. Oui, moi, je confirme ce que dit Cédrico. Je crois que ceux qui veulent ralentir, c'est ceux qui ont déjà. Donc globalement, voilà, quand on est dans les territoires... Commençons par équiper, puis éventuellement... Il y a une demande, et vous le dites, le confinement a été un élément révélateur. On l'a vu sur le télétravail. Des entreprises qui cherchaient depuis 2 ans à donc développer le télétravail, en 15 jours, ont trouvé des solutions. Donc globalement, il y a aussi le problème de l'offre et la demande. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur un sujet en fait, qui se construit de jour en jour et en parallèle. Il serait utopique de penser qu'on fait les réseaux, on a fini les réseaux, bon, allez, on va passer à autre chose, et ainsi de suite. C'est bien normal que quelque part, eh bien, il y ait dans cette période de construction des attentes, des retards, des impatiences. Aussi, et des impatiences pour certains. Mais c'est plutôt un bon signal, finalement, qu'il y ait des impatiences. Ça veut dire que le sujet est là et que le sujet est important. Pas rétif à ces questions. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés Merci à vous. Suite à ce film Déconnecté. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.